La COP 21, elle va nous en raconter les coulisses, et puis on se pose aussi une question maintenant avec la déclaration de Donald Trump et donc de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Est-ce que cet accord va être maintenu? Il y a eu hier une information supplémentaire, c'est la déclaration d'Emmanuel Macron, notre président de la République. Peut-être les choses vont-elles vraiment changer, et peut-être cet accord, en fin de compte, au-delà de la sortie des États-Unis, peut-être cet accord va-t-il être maintenu? On va en savoir un peu plus tout de suite avec Madame Laurence Tupiana. Merci de l'accueillir et de l'applaudir. Bonjour. D'abord, bon courage et bravo d'être là, vu la chaleur et l'effort, plutôt que d'aller se promener et écouter la musique. C'est bien de passer du temps aussi à vraiment s'occuper des problèmes mondiaux, parce que je crois que chacun peut faire quelque chose, et je suis vraiment contente, et merci à Solidays de m'avoir invitée ici. Alors je dirige la Fondation européenne pour le climat, donc le climat c'est mon truc, mais je suis aussi présidente de l'Agence française de développement, et du coup très contente d'être là pour soutenir aussi cet appui pour le printemps solidaire, pour que la France enfin remplisse ses engagements en matière d'aide au développement. Alors le climat, c'est un gros problème, un problème mondial. On le partage avec le monde entier, pas seulement avec nous en France ou nous en Europe. Et d'ailleurs, on peut regarder, Thomas Pesquet l'a emmené dans l'espace, l'accord de Paris, ce dont je vais vous parler. Quelque chose qui était d'une certaine façon une mission impossible. Lorsque nous sommes engagés, la France s'est engagée à essayer de conduire tous les pays, les 195 pays, vers un accord international qu'on avait eu de plus en plus de mal depuis 20 ans à négocier. Et donc, depuis l'espace, cet accord de Paris, il l'avait emmené, c'était regarder la planète, regarder tout le risque que nous faisons, humains, courir à la planète, en partie parce que, et c'est difficile, on n'arrive pas à se mettre tous d'accord pour agir ensemble et réduire ces émissions de gaz à effet de serre qu'on produit régulièrement, et qui sont parce que nous utilisons du charbon, du pétrole, parce que notre agriculture est polluante aussi. C'est ça qui fait que les rayons du soleil sont capturés par cette couche de gaz à effet de serre, et qui empêche l'atmosphère de rafraîchir, en tout cas de maintenir la température. Et on le voit bien sûr chez nous, hein, et ça c'est deux photos de Paris en mai, il y a en juin cette année. Mais un an avant, juste un an avant, c'était les inondations. Donc maintenant, le changement climatique, c'est plus seulement dans 50 ans ou dans 30 ans. C'est pas seulement dans les pays du Sahel, c'est aussi en France aujourd'hui, parce que nous n'avons pas su gérer ces rapports de l'humanité, et notamment de la civilisation industrielle avec la nature. Alors, alors il y a non seulement les inondations et la chaleur ici, chez nous, comme aujourd'hui, mais il y a aussi, et c'est plus dramatique, un des grands écosystèmes mondiaux qui nous permet de vivre, hein, qui permet à la vie de se reproduire sur Terre. La barrière de corail en Australie, la plus grande barrière de corail du monde, en 3 ans, à cause du réchauffement de l'état, une grande partie de la barrière est morte ou est en train de mourir. Donc c'est pas demain le changement climatique, c'est aujourd'hui, et c'est aujourd'hui qu'il faut lutter contre lui de façon efficace. Alors l'idée c'était qu'il nous fallait un accord, ça fait longtemps qu'on le cherche, ça fait depuis 20 ans maintenant, et on a fait un grand premier essai en 2009 à Copenhague. Vous êtes un peu jeune probablement pour en avoir entendu parler, en tout cas vous n'étiez peut-être pas là, et toute l'idée de Copenhague c'était de se dire, voilà, on a émis tous ces gaz à effet de serre, plus on en émet, plus la température se réchauffe, donc il faut qu'on arrête, et on a une espèce de budget carbone, puisque chacun d'entre nous émet finalement par sa vie quotidienne, par son transport ou par la manière dont il chauffe sa maison, émet des gaz à effet de serre. Et donc l'idée c'était de comprendre qu'on a ce budget collectif pour l'humanité, qu'on a déjà bien entamé, puisque si on voulait limiter les émissions, comme nous sommes engagés à le faire à Paris, à moins de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, eh bien il faut qu'on a consommé déjà 2 tiers de ce budget. Donc comment on répartit la suite? C'est ça qui était difficile, et c'est ça qui à Copenhague a essayé d'être fait. On s'est dit, voilà, il nous reste 1 trillion de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Comment on divise ça? Est-ce qu'on divise ça par personne?
après tout ce serait ça qui serait le plus juste, par pays, en fonction du passé, en fonction du futur. C'était une équation très difficile et impossible. Et c'est sur cette équation, très probablement, que nous avons échoué à Copenhague. Et à Copenhague, alors qu'on était venu avec un espoir énorme, c'était l'accord pour sauver la planète. Tous les dirigeants du monde y sont venus, c'était la première fois que tous les chefs d'État se déplaçaient pour un grand sommet du climat, un grand sommet pour l'environnement tout court d'ailleurs. Et voilà ce cartoon en disant après, c'était l'échec, on n'est pas arrivé à se mettre d'accord, très largement parce que les antagonismes étaient trop grands, la Chine et les États-Unis campaient sur des positions très différentes, l'Europe était impuissante à agir et à continuer à plaider pour le climat. Elle l'avait fait depuis Kyoto, depuis 1997. Et donc après cet échec de Copenhague, ça a été vraiment, je peux vous dire, la déprime. C'était la déprime en plus parce que, vous voyez la petite flèche là, les émissions mondiales, elles continuent à monter. En 2009, il y a un petit ralentissement à cause de la crise financière de 2008, donc l'économie simplement se contracte. Mais ça remonte. Et donc les gens se sont dit, tout le monde s'est dit, les gouvernements c'est fichu. Ils ne seront jamais capables de nous permettre d'agir. Donc il faut agir chacun de notre côté. Il faut se battre comme citoyen, comme ville, comme région du monde, comme entreprise, parce que les gouvernements, on n'y croit plus. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'étais déjà très investie dans le climat comme diplomate. C'était plutôt vraiment un très très grand moment de dépression. Et puis la France a demandé, a proposé d'accueillir, Dieu merci après Copenhague, c'était un échec, mais on avait une date de rattrapage. Et cette date de rattrapage, je vous la fais court, c'était 2015. Et la France propose à ce moment-là d'être la COP, la présidence qui accueille à Paris cette conférence des partis, la COP 21. Et donc personne ne voulait cette COP parce que tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur d'un nouvel échec, encore plus retentissant. Les conséquences d'ailleurs politiques au Danemark ont été vraiment dramatiques, mais elles ont été aussi vraiment sévères dans beaucoup de pays. Tous les gens qui étaient actifs, les ministres qui étaient actifs, les chefs d'État qui étaient actifs, ont vraiment pris une belle gifle dans la figure. Donc tout le monde avait peur. La France a, très largement parce que le gouvernement de l'époque, il y avait des écologistes qui étaient au gouvernement, qui ont poussé pour ça. Je les salue pour vraiment l'avoir convaincu François Hollande d'accepter et de postuler pour que la France prenne cet engagement. Et alors, avant de passer à celle-là, je vais vous raconter un peu l'atmosphère quand même. Donc, au fond, c'est la mission impossible, puisque tout le monde a peur de l'échec. Et on est tellement dans cet pessimisme qu'au fond, chacun dit, bon, on va y aller, on va bien avoir un accord en 2015, mais il va être minimal. Bon, la Chine dit, on va faire un accord qui, juste pour 10 ans, on verra après, et commence à mettre sur la table des chiffres de réduction des émissions qui sont impossibles si on regarde quand même cet objectif de limiter les températures de façon importante. Les États-Unis ne font que regarder à l'époque la Chine, on est 2014. Si la Chine ne bouge pas, les États-Unis ne veulent pas bouger, en tout cas très lentement. Donc, plutôt des côtés des deux grands, l'idée, on fait un accord minimal, pas compliqué, on ne veut plus d'échec politique, mais on ne veut pas non plus quelque chose qui est impossible. Et puis, il y a bien d'autres, il y a le Japon, je fais une mission 2014 au Japon, et là, je tombe de ma chaise. Le gouvernement japonais commence à dire vraiment 2 degrés, ce sur quoi on était d'accord déjà depuis longtemps, et déjà, c'est un grand risque d'aller à ce réchauffement des températures. Et du coup, les Japonais me disent quand même, et ils ont beaucoup de problèmes, il y a eu Fukushima, l'accident nucléaire, le recours de nouveau au charbon et au gaz pour produire de l'électricité au Japon. Et ils disent au fond, cet objectif est trop difficile, donc il vaut mieux qu'on ait un accord, mais un accord plus raisonnable. Et cet accord plus raisonnable, c'est plutôt de dire la température, bon, on peut dire 2,5 degrés, c'est ça notre objectif et pas 2 degrés. Et les climatologues vous le diront, c'est un énorme changement. Un demi-degré de plus, c'est un énorme changement. C'est la disparition de beaucoup de pays, beaucoup d'îles en particulier. Déjà 2 degrés pour beaucoup d'îles du Pacifique ou de l'océan Indien, c'est la fin. Elles seront submergées à cause du relèvement des mers, au minimum 50 cm et sans doute 1 mètre d'ici la moitié du siècle prochain. Donc pessimisme,
ambiance assez minimale, et du coup l'idée, si on y va, puisque la France a accepté, puisqu'on y est allé, et à ce moment-là Laurent Fabius me nomme ambassadrice pour le climat, le gouvernement me nomme représentante spéciale pour la COP21. L'idée évidemment, en plus pour une militante écolo comme moi, c'est pas d'aller faire un accord à minima. Donc il faut un plan. Et ce plan, on va l'élaborer tout début de l'année 2015, en se rendant compte qu'il ne va pas falloir qu'on compte que sur les gouvernements, il va falloir compter sur les citoyens, il va falloir compter sur les villes, il va falloir compter sur les entreprises pour y arriver. Et du coup, et vous savez, c'est très important, et c'est très important pour vous qui m'écoutez, et pour la discussion qu'on aura peut-être tout à l'heure, dans la vie, quand on veut faire quelque chose de difficile, il faut un plan. C'est pas une garantie de succès, mais si on n'a pas de plan, c'est sûr qu'on va échouer. Donc il faut au moins avoir un grand sens de la direction, de là où on va aller, et même si ça paraît inatteignable, eh bien, il faut s'y efforcer en ayant une grande direction de travail. Et donc, par ailleurs, comme au fond tout le monde a peur, et c'est cette peur qu'il va falloir combattre, la manque de confiance entre les pays et le manque de confiance en soi-même de chaque pays, de dire bon, au fond tout ça c'est grave mais c'est impossible d'agir, on ne va jamais arriver à transformer nos économies comme on le souhaite. Et du coup, beaucoup de pays disent bon, la France a voulu un accord, elle veut un grand succès diplomatique, donc elle va faire un accord à minima, et ce sera un bout de papier comme à Copenhague, 2 pages, rien de précis, rien d'engageant. Et donc il fallait se battre à la fois contre la peur et contre cette espèce de défiance généralisée qui faisait que la France était, et c'était normal, soupçonnée de vouloir que quelque chose de vraiment très très faible. Et je le voyais dans mes rencontres avec les organisations non gouvernementales, avec beaucoup d'acteurs qui disaient au fond, vous n'allez pas y arriver, donc vous allez faire quelque chose qui est tellement minimal que ça va servir à rien. Et ces accords internationaux, finalement, à quoi ça sert ? Et donc, l'idée a été de repartir avec ce plan pour voir quel pouvait être l'intérêt de chaque pays. Et puis de renverser la logique de Copenhague, de se dire, puisque on n'a pas réussi à se partager ce budget carbone, c'est trop difficile dans le premier coup. Il faut plutôt essayer de partir de ce que chaque pays veut faire dans son propre intérêt, de ce que chaque société est consciente. Et quand même, la prise de conscience du changement climatique, elle a énormément changé depuis ce moment-là. Et de partir de ça pour ensuite progressivement aller plus loin, pour ensuite relever l'ambition tout simplement parce qu'on va se rendre compte que c'est possible, que c'est pas si difficile que ça, et les exemples sont aujourd'hui multiples, la baisse des prix des panneaux solaires, la manière dont les énergies renouvelables maintenant sont l'énergie dans laquelle on investit le plus chaque année dans le monde, tout ça c'est des nouvelles qui commencent à changer la psychologie de tous ceux qui préparent l'accord. Et du coup, l'idée c'était de dire on part de ces engagements volontaires et on met un cadre, parce qu'il nous faut un cadre international. Et que ce cadre international, il va nous permettre de donner la direction et surtout de se donner des rendez-vous pour chaque fois combler l'écart entre ce que la science nous dit, ce qu'il faut faire, ce fameux budget carbone, et ce que nous sommes capables de faire à un instant T. Et donc prévoir à la fois l'action de court terme et ce qu'il faut faire dans le long terme. Et c'est là que cette anecdote est intéressante. Le partenaire le plus difficile à l'époque, on est quand même encore à l'été 2015, c'est l'Inde, parce que l'Inde considère que, et c'est vrai, les émissions par tête indienne sont les plus faibles du monde, parmi les plus faibles du monde. Pourquoi donc l'Inde ferait quelque chose, alors que l'Inde est déjà évidemment un très grand émetteur à cause de sa population? Et l'anecdote, elle est magnifique, c'est que Modi a compris, grâce au rendez-vous qu'on a organisé entre Bill Gates et François Hollande, que, eh bien, on pouvait trouver un intérêt pour l'Inde à la coopération, à avoir une ambition, notamment sur la technologie. Et puis, il fallait aussi réunir les acteurs non gouvernementaux, surtout ceux qui n'étaient pas emballés par cet accord gouvernemental, ou qui avaient vraiment une grande défiance vis-à-vis de nous. Et là, c'est drôle, c'est la Fondation Rockefeller, la maison de celui qui a fait sa fortune sur le pétrole, qui nous accueille. Et cette fondation a complètement désinvesti le pétrole aujourd'hui, désinvesti les énergies fossiles. C'est un paradoxe, mais c'est aussi un signe des temps. Et là, on réunit tout le monde, et tout le monde accepte finalement de monter dans le bateau, de dire qu'on va se battre ensemble pour avoir un accord le plus ambitieux possible, et donc de pousser les gouvernements pour qu'ils aillent vers un accord vraiment ambitieux. Et alors les maires, par exemple, se réunissent, vous voyez Anne Hidalgo et quelques maires autour d'eux
exercer cette pression positive sur les gouvernements. Ils vont se réunir à Paris et à Lyon. Il y a aussi la mobilisation populaire auprès de la Maison-Blanche, les tours Alternativa et la grande manif à Paris. Et ça, c'est très important pour nous, les diplomates, de sentir que, eh bien, il y a des gens derrière nous, il y a des gens qui vont demander des comptes au gouvernement. Ils ne vont pas oser faire cet accord minimum. Et c'est ça qui est très important. Et finalement, les premiers jours, ça a l'air de bien, finalement, malgré tout ça, malgré le fait qu'on ait réussi à trouver, et avec le fait qu'on ait réussi à trouver des choses pour chaque pays, les petites îles notamment, en leur promettant qu'on allait essayer de mettre 1,5 degré, parce qu'à 2 degrés, elles disparaissent. Que pour l'Inde, c'est la technologie. Que pour le Brésil, c'est la reconnaissance des efforts que le Brésil fait en matière de conservation des forêts. Et donc on a créé, tout au début, c'est le premier jour de la COP à Paris, une bonne atmosphère. Et là, vous voyez tous les chefs d'État se sont déplacés, évidemment, après les attentats de Paris. C'est là aussi qu'explique leur mobilisation, pour dire on va y arriver. Et on avait demandé qu'ils viennent le premier jour pour justement ne pas bloquer la négociation. Mais évidemment, c'est difficile. Le texte que nous avons dans les mains, il comporte 900 options. C'est à la fin de la première semaine de négociation. Il ne nous reste plus qu'une semaine. On est en train de discuter avec mon équipe et Laurent Fabius. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a 900 options. Et un texte, il n'y a pas d'option. On trouve quelque chose où il n'y a plus. C'est fini. On a discuté, on a négocié. Et du coup, on dit, écoutez, on va faire autrement. On va prendre ce texte qui a été produit par ce long processus diplomatique. On va essayer de garder le maximum et on va faire des choix et vous proposer ces choix. Et là, on utilise une méthode qu'on appelle Indaba, ça vient d'Afrique du Sud, c'est les populations zoulous qui l'utilisent. C'est l'idée qu'on se réunit jusqu'à ce qu'on trouve un accord. En réalité, ça ne marche pas comme ça, mais c'est un long processus où chacun déballe ce qu'il a comme problème. Et on va écouter pendant 3 nuits de suite tous ces problèmes que vont les uns et les autres révéler. Et du coup, on passe de 900 options, deuxième étape 300, et puis c'est le matin du 12 décembre, on propose le texte nettoyé avec les options que nous, comme France, on propose de choisir. Et là, vous voyez, Laurent Fabius, Christiana Figueres, moi-même, Christiana Figueres est la secrétaire de la Convention Climat. On a peur parce que ce texte, bien sûr, on a expliqué ce qu'il y avait dedans, mais c'est quand même à prendre ou à laisser. C'est le dernier jour, les gens doivent partir, ils doivent prendre leur avion. On a déjà un jour de retard et l'angoisse monte. Et alors, on a beaucoup de tractations parce qu'il y a des problèmes encore dans ce texte. Et en particulier, les États-Unis découvrent au dernier moment qu'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Et là, vous voyez John Kerry qui me dit Laurence, on veut vous accompagner, on veut aller jusqu'au bout, on veut cet accord et on va mal à démontrer, mais ne nous lâchez pas. Il faut que sur ce point, que nous ne pouvons pas accepter qu'il y a un rapport particulier avec le fait que cet accord ne doit pas repasser devant le Sénat américain. Évidemment, ils n'ont pas la majorité, donc il faut que ce soit le prolongement de la législation américaine. Et John me dit, on vous fait confiance, mais ne nous lâchez pas. Il faut tenir bon. Et du coup, on tient bon. On tient tellement bon que voilà le résultat, les gens acceptent, les gens font confiance, ils acceptent toutes les modifications qu'on a apportées. Et là, il y a une espèce d'énorme joie dans la salle, tout le monde saute, tout le monde danse parce qu'il y a une espèce de malédiction qui a été conjurée. On peut y arriver, on peut tous ensemble faire quelque chose alors que ça semble une mission impossible. Alors vous savez évidemment, il y a un président des États-Unis élu là qui ne nous facilite pas le travail. Vous savez qu'il a décidé de partir de l'accord de Paris. Et alors ce qui est formidable, c'est que ce système qu'on a monté à Paris, non seulement avec les villes, avec les gouverneurs, avec les ONG, c'est-à-dire on soutient cet accord. On n'est pas un gouvernement, mais on va appliquer cet accord de Paris parce que ça nous concerne tous. Dans notre vie, dans nos décisions collectives comme dans nos décisions individuelles, eh bien, we are still in. Et c'est se consigner, c'est plus de maintenant de 150 villes américaines, plus de 300 entreprises, et ça continue. Quoi que fassent les États-Unis, quoi que fasse le gouvernement de Washington, les États-Unis, la société américaine, elle est dans l'accord de Paris. Et c'est ça que je voulais vous expliquer, que c'est une mission impossible, mais on peut y arriver. On peut y arriver quand on a un objectif clair, qu'on se bat, même si ça prend 20 ans. Et que c'est une espèce de mouvement irréversible. Et c'est cela que je voulais arriver avec toute mon équipe, avec aussi le gouvernement français, c'est de dire que quoi qu'il arrive,
toutes les sociétés du monde maintenant sont conscientes du changement climatique, veulent lutter, les solutions sont là, et c'est un mouvement, une vague qui est aujourd'hui irrésistible et instoppable. Merci. Mesdames et messieurs, avez-vous des questions? Parfait, pour Madame Laurence Tubiana. Levez-vous s'il vous plaît, mademoiselle. Merci beaucoup. Comment vous appelez-vous? Clara. Merci beaucoup pour votre très bon message. Je suis une militante dans l'association Climate que vous parrainez. Et j'avais une question pour savoir si les contributions volontaires que fournissent les pays, s'ils ne suivent pas ces contributions volontaires d'émissions de gaz à effet de serre, s'il y a des pénalités. Donc c'est un accord très ambitieux. Mais au final, est-ce que les pays vont vraiment se tenir à ces objectifs? C'est très important comme question, puisque ce qui est contraignant, c'est de présenter un plan climat. Ce qui est contraignant, c'est de le revoir tous les 5 ans. Ça, Trump l'a très bien compris, qu'il fallait le revoir et qu'il fallait en plus à chaque fois l'augmenter, qu'on ne pouvait pas retourner en arrière. Et que c'était comme ça qu'on allait y arriver par palier. C'est ça qui est contraignant. Les chiffres, et c'est ça toute l'ambiguïté, évidemment qu'on a été obligé de passer comme compromis. Les chiffres, il n'y aura pas de sanctions, parce qu'il n'y a pas de tribunal international pour punir, mais il y a d'autres moyens. Il y a la pression des pays les uns vis-à-vis des autres. Il y a la pression d'abord de l'opinion publique. Il y a l'observation de ce qui se passe sur le terrain. Il y a aujourd'hui, de plus en plus, et la fondation que je dirige aide aussi cela, des citoyens, des villes qui vont faire des procès aux États s'ils ne respectent pas leur engagement. Ça va commencer dans beaucoup de pays, ça commence déjà aux États-Unis dans très peu de temps. Donc les moyens de mise en œuvre, ils vont dépendre évidemment, mais au fond c'est ça la réalité, des choix que vont faire les sociétés pour mettre en œuvre cet accord de Paris. C'est pour ça que pour moi c'est aussi important qu'on ait le soutien, l'engagement précis des villes pour donner leur plan climat à 2050, des entreprises, et que en même temps les ONG en particulier, les universitaires, les surveillent, fassent pression. C'est ça qui va marcher. Et je crois que c'est ça le véritable mécanisme de mise en œuvre, à la fois judiciaire, parfois financier, parce que ceux qui ne vont aller dans la mauvaise direction vont aussi avoir de moins en moins d'investissement. Et c'est aussi, bien sûr, la pression de l'opinion publique. Bonjour, je m'appelle Mathieu, merci beaucoup pour votre exposé. Moi j'ai une question sur le contenu de l'accord, le contenu de la COP21. Est-ce que c'est une sorte de prolongement de l'accord de Kyoto qui portait principalement sur les émissions de CO2? On sait que Kyoto, les États-Unis et ensuite le Canada s'en sont sortis pour cette question précise. Est-ce qui a fait sortir Trump tout récemment de l'accord de Paris, est-ce que c'est des questions qui portaient sur les émissions de CO2 ou est-ce que c'est d'autres questions techniques? Non, c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que réduire les émissions de CO2, ça veut dire des choses pratiques. Ça veut dire renoncer, d'abord la première chose, ça veut dire de renoncer aujourd'hui à utiliser 80% des ressources d'énergie fossile et de les laisser sous le sol. Et évidemment, c'est ça le gros sujet. Et quand on est aux États-Unis, qu'on a encore du charbon, qu'on a du gaz de schiste et puis qu'on a fait des promesses pas très sérieuses sur la relance du charbon aux États-Unis, eh bien ça paraît évidemment très difficile. Et en même temps, on n'a pas l'âge de pierre, mais on ne s'est pas arrêté parce qu'il n'y avait plus de pierre. C'est parce qu'on avait changé de modèle économique, de modèle de développement et de technologie. Et donc, oui, c'est vrai, le point dur de cet accord, c'est que tout le monde doit réduire les émissions, et de plus en plus, puisqu'on doit arriver à la neutralité entre les émissions humaines et la capacité d'absorption de l'atmosphère, justement à un budget carbone donné. Donc oui, c'est très difficile à faire, mais en même temps, on commence à voir, par exemple, qu'on peut avoir 100% d'énergie propre d'ici 2025 dans beaucoup de pays, que le prix de l'énergie solaire aujourd'hui, même en Inde, est moins cher que l'électricité qui est fabriquée à partir de charbon. En France même, l'énergie solaire, elle est moins chère que l'électricité qui est produite à partir de nucléaire. Donc on a un bouleversement qui, bien sûr, rend les choses difficiles tout de suite, mais qui offre toute une série de développements économiques, et c'est évidemment là-dessus qu'on a joué. Donc oui, les États-Unis ont quitté, mais la différence par rapport à Kyoto, c'est que tout de suite après Kyoto, on a vu se défaire tout l'accord. Et d'abord le Canada, l'Australie, etc. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un front complet. On voit la Chine, Xi Jinping, en février à Davos, Trump n'avait pas encore annoncé sa décision, qui dit
Nous, on continue et on aimerait bien que les États-Unis soient sérieux et soient responsables. Et il l'a redit il y a quelques temps, lorsque Trump a annoncé sa décision. Et on a vu tous les pays ratifier de plus en plus vite cet accord de Paris, ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Donc cette fois-ci, je crois, j'espère que le front tiendra bon. Mais la population ne suit pas son président, donc il y a de l'espoir. Voilà. Avec les pressions Alors, des journalistes. exactement. Schwarzenegger a dit très bien hier à la Sorbonne, Washington a quitté l'accord de Paris, mais pas les États-Unis. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est exactement ce qu'on voulait en faisant ce système de Paris. Il y a la société civile américaine qui va déposer une contribution pour dire que peut-être que Washington ne va rien faire, mais que les États-Unis tiendront leurs engagements qu'ils ont pris à Paris. Oui. Bonjour. Déjà, merci d'être là, par la chaleur. Vous aussi. Donc j'avais une question par rapport à l'écologie politique. Pour moi, je suis un peu plus pessimiste que vous, parce qu'on voit que l'écologie politique, elle s'est fait balayer aux élections présidentielles et à l'élection législative. Et en fait, moi, je vois un risque à ce balayement. C'est qu'on va avoir des politiques, par exemple comme Justin Trudeau, qui ont une très bonne politique de communication et qui vont paraître pour des écologistes aux yeux du monde, mais qui derrière, dans les faits, n'ont pas du tout une politique écologique. Et c'est un peu ce que je crains avec le gouvernement actuel en France. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez et par quels moyens vous allez faire pression sur le gouvernement français actuel, et le président qui n'a pas eu d'énormes engagements écologiques durant la campagne. Et donc voilà, vos moyens de pression et comment vous allez agir à ce niveau-là. Alors, vous posez une question très importante. Est-ce qu'il faut une écologie politique ? A priori, oui, c'est bien. Et d'ailleurs, on a vu que les progrès qui ont été faits en Europe sur les politiques environnementales, elles l'ont toujours été quand il y avait une écologie politique au gouvernement. Bon, en même temps, voilà, c'est comme ça. Voilà quelle est la situation. Et c'est une bataille à conduire. Il faut la tenir. Il y a beaucoup d'autres ressources pour faire pression sur les gouvernements. Il y en a beaucoup. Il y a d'abord le mouvement associatif en général. Et il est très important. Il faut compter dessus. Il faut le développer. Et je suis très heureuse aujourd'hui de diriger une fondation qui finance ce mouvement associatif. Et ça, c'est une de premières. Ça a été vraiment mon choix d'aller là, maintenant, dans ce qu'on appelle plutôt la sphère de l'activisme, pour soutenir ces mouvements. Ensuite, il faut que les systèmes institutionnels se mettent en place pour contrebalancer les hésitations politiques. Il y a une très bonne loi climat qui a été votée en Suède il y a quelques jours. Cette loi institue une autorité indépendante qui surveille le gouvernement, qui lui donne un budget carbone, comme en Angleterre. Et ça explique pourquoi d'ailleurs le gouvernement conservateur aujourd'hui, de Theresa May, a bien des difficultés à sortir de la politique climat. C'est ça qu'il nous faut en France. Et moi je vais plaider pour qu'on ait un système à la britannique ou à la suédoise, pour que lorsque le gouvernement fait ses plans de budget carbone tous les ans, eh bien il y ait un retour, il y ait un surveillant qui dit et pourquoi vous faites ça ? Et qui se saisissent de tous les problèmes, notamment secteur par secteur. Il faut que ça diminue dans le transport. C'est un gros sujet en France. Il faut que ça diminue dans les bâtiments. Donc, deuxième chose, les institutions. Et je dirais, il y a maintenant encore quelque chose qui émerge, qui est le recours au droit. Ces États ont pris des engagements publics, c'est transcrit dans la loi nationale. Et bien, ça nous permet d'utiliser les cours de justice pour dire, mais qu'est-ce que vous faites ? Que ce soit la Cour de justice européenne, ou que ce soit les tribunaux nationaux. Et ça, alors c'est plus développé certainement au Royaume-Uni ou aux États-Unis, mais ça vient ici. J'ai discuté hier avec un des membres de la Cour suprême indienne, et en Inde, ils s'attendent à des procès comme ça contre le gouvernement. Donc c'est aussi le troisième pied, je dirais, qui va permettre ça. Mais la vérité, c'est aussi qu'il n'y a pas que les élections. Il y a les manifestations, la prise de parole, la pression et aussi la démonstration de l'action. Il n'y a rien de mieux que de montrer que les solutions sont là. Et je trouve que le mouvement Alternativa a fait un formidable travail avant la COP21 pour montrer que on pouvait faire autrement, on pouvait consommer autrement. Et c'est quand même ça l'avenir, je crois. Ce serait donc une dernière question, c'est OK ? Ah. Bonjour. En fait, j'ai une question, je vais essayer de faire très très simple. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le militantisme écologique. Pourquoi vous parlez jamais, vous parlez tout le temps d'énergie fossile et de transport, de bâtiments, vous parlez jamais de l'alimentation, alors que un
végétarien qui conduit un 4x4 moins de... Enfin, qu'un mangeur de viande en vélo. Merci de votre question, c'est super. C'est exactement ce qu'il faut faire maintenant. On était très 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 centré sur l'énergie, complètement, parce qu'il y avait le problème pétrole, charbon, gaz. Mais maintenant, le grand sujet, c'est l'agriculture, la forêt, et l'alimentation. Et alors je sais qu'en France, on va avoir ce Grenelle de l'agriculture, et je compte bien, et j'espère que vous serez nombreux à dire il faut parler de ce qu'on mange. Je me souviens qu'un dirigeant agricole m'avait dit avant la COP21, si cette COP21, elle est là pour soutenir l'agriculture biologique, je suis contre. Donc c'est le moment de repenser notre modèle agricole, à la fois ce qu'on mange, mais aussi la façon dont on le produit. Et c'est un énorme chantier, surtout en France, mais c'est un formidable chantier. Quand je vois autant d'agriculteurs qui ont changé de méthode, que ce soit des éleveurs, des producteurs de fruits et de légumes, et qui disent nous on veut faire autrement, et que cette idée de on mange toujours plus de viande, que c'est ça le progrès, disparaît quand même très largement. Donc cette tendance qui est là, hein, puisque la consommation annuelle de viande en France diminue, il faut qu'on l'accélère et il faut qu'on la généralise. Donc moi je suis très partisan des campagnes avec Paul McCartney de un jour sans viande par semaine, et je pense qu'il faut le développer sans punir, sans être mais de dire mais c'est bon en plus, et il y a des formidables livres de cuisine pour montrer que c'est encore meilleur, surtout si les agriculteurs font bien leur travail et qu'on a des bons légumes, pas bourrés de pesticides. Une dernière très courte question, allez-y. Vous avez le micro. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Vous êtes vraiment un modèle pour l'engagement pour le climat et je trouve ça incroyable et je voulais demander quels conseils vous aurez aux jeunes pour suivre votre voie. Écoutez, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a l'association Climate que j'avais abritée dans mes étudiants à Sciences Po. Il faut se lever, il faut faire, il faut parler. Il y a plein de manières de s'organiser. Il y a plein de manières de s'informer et d'être compétent et de proposer aux uns et aux autres. Mais il faut surtout convaincre la société qu'on peut changer. Et ça, c'est votre rôle. J'ai de la chance parce que beaucoup de mes étudiants, je les retrouve aujourd'hui dans les délégations. Il est vraiment très courant que j'entends dans un couloir d'une négociation quelqu'un qui m'appelle professeur. Et c'est quelqu'un qui est en Inde, qui est au Bangladesh, qui est au Sénégal, au Mali ou en Afrique du Sud. Et ils se battent. Et ça a changé leur vie. Il faut que ça change votre vie. Il faut que vous vous disiez, moi je dois convaincre les gens autour de moi. Je dois leur dire que ça ne fait pas peur. On peut y arriver. Et c'est très important qu'on le fasse. Et en plus, c'est formidable parce que c'est une action pour la paix, pour la solidarité mondiale. C'est pas juste pour nous, c'est pas juste nos intérêts économiques, c'est pas juste combien il y a d'armées et qui est le plus fort, c'est le contraire. Et ça, je trouve que c'est pour ça que je suis accro comme ça. J'aurais pu faire autre chose, mais ça fait 20 ans que je fais ça parce que je ne trouve pas de cause plus extraordinaire. Il y a beaucoup d'autres causes et Solidaise en particulier en montre une très belle et je suis très heureuse d'être là pour ça. Merci à Madame Florence Tubiana. Bravo. Merci infiniment. Donc après l'environnement, après la santé et la liberté d'expression, nous allons nous attarder au problème d'argent.